Chers amis, bonjour. Je m'appelle Pierre Khalifa, je suis médecin interniste et rhumatologue. J'étais ancien chef de clinique à l'hôpital Cochin à Paris et je suis actuellement installé en libéral, mais toujours intéressé par la pédagogie et notamment par l'organisation de conférences de préparation au concours de l'ECN. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une conférence de rhumatologie destinée au D3 et c'est la première de ces conférences que je vais vous présenter aujourd'hui. Voici le dossier numéro 1. Donc ce dossier concerne une femme de 45 ans, dont on vous dit qu'elle est infirmière, avec un tableau dont vous voyez tout de suite qu'il reflète un tableau de polyarthrite, avec la particularité qu'on vous parle d'engourdissement des doigts index et majeur des deux mains. Donc vous dites, tiens, il y a un problème neurologique surajouté. Elle a aussi des gonflements du genou droit. Elle a dû s'arrêter de travailler à cause des douleurs, car elle n'est pas améliorée par l'aspirine. Ces douleurs remontent à 5-6 semaines. À l'interrogatoire, elle n'a pas grand-chose en dehors de règles irrégulières depuis quelques mois et d'un tabagisme ancien. Vous notez bien sûr les gonflements des articulations des doigts, des poignets, du genou avec un choc rotulien. Un squeeze test positif aux mains et aux pieds. Le squeeze test, je vous rappelle, c'est les douleurs provoquées par la pression latérale des mains et des avant-pieds. Le reste de l'examen est normal. Première question, quel diagnostic évoquez-vous? Et les arguments pour ce diagnostic. Donc, il s'agit bien sûr d'une polyarthrite rhumatoïde débutante. Je vous rappelle que ce sujet qui n'est toujours pas tombé au concours de l'ECN est un sujet qui est extrêmement à la mode aujourd'hui en rhumatologie. Il y a eu bien des changements dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la maladie, qui a conduit à beaucoup de conférences de consensus à la fois sur le plan diagnostique et thérapeutique, que les arguments évocateurs de polyarthrite rhumatoïde sont résumés dans ce dossier, et qu'en fait le principal diagnostic différentiel qu'il faut garder en tête est celui de rhumatisme psoriasique, dont la présentation est quand même différente. Donc quels sont les arguments pour une polyarthrite rhumatoïde débutante? D'abord le terrain, on vous dit que c'est une femme, et il y a à peu près 3 femmes pour un homme touché. Une spondylarthropathie, on s'intéressera plutôt aux hommes, un lupus plutôt aux femmes. En ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde, la fréquence est plus grande chez la femme, mais on pourrait vous poser éventuellement une polyarthrite rhumatoïde chez un homme. Particularité de cette observation, on dit que la femme a des règles irrégulières, qu'elle a 48 ans, donc elle pourrait être en périménopause, et on sait que les phases de modification hormonale sont des phases de déclenchement fréquent de ces pathologies auto-immunes. Le tableau clinique est assez caractéristique puisqu'il s'agit d'une polyarthrite, plus de 3 articulations touchées, que cette polyarthrite est subaiguë, elle remonte à quelques semaines, et enfin les éléments clés du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'elle fait qu'elle soit bilatérale et symétrique. Ceci est important car vous n'auriez pas ce tableau-là habituellement dans un rhumatisme psoriasique qui est particulier par son asymétrie. On vous dirait qu'il y a une atteinte de la main droite ou qu'il y a une atteinte de l'IPD, de la main gauche. Donc c'est une atteinte parfaitement asymétrique, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, globalement, vous avez une atteinte des deux mains et des deux pieds qui est grossièrement symétrique. On vous dit aussi que cette polyarthrite est distale, c'est-à-dire qu'elle touche les mains et les pieds, ce qui l'oppose par exemple aux polyarthrite proximale qu'on voit dans une maladie comme la pseudopolyarthrite rhizomélique, qui chez un sujet âgé pourrait faire discuter le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Donc cette polyarthrite, elle touche les poignets, les MCP, les IPP, les pieds, les genoux, et elle s'accompagne d'une raideur matinale supérieure à 30 minutes. Comme autre argument du diagnostic, vous aviez les paresthésies au niveau des doigts, on reverra ça, mais vous voyez que c'est quand même très probablement un syndrome du canal carpien. Argument de fréquence, la polyarthrite rhumatoïde est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires, et vous avez moins de chances de vous tromper quand vous évoquez ce diagnostic que quand vous évoquez un rhumatisme inflammatoire dans le cas d'une sarcoïdose ou d'une maladie de style de l'adulte, par exemple. Je vous rappelle que c'est une maladie purement articulaire, dans 99% des cas,
que les formes malignes de polyarthrite rhumatoïde avec des manifestations cardiovasculaires, neurologiques, pulmonaires sont exceptionnelles, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, vous aurez tout au plus un nodule rhumatoïde, vous aurez tout au plus une altération de l'état général modéré, des ganglions, parfois une rate, mais vous n'aurez certainement pas d'autres manifestations systémiques au début de la maladie au concours. Quels signes cliniques recherchez-vous en faveur de ce diagnostic de polyarthrite? Il y a des signes distinctifs très importants par rapport au rhumatisme psoriasique. Et donc, je vais insister sur les premiers, à savoir l'atteinte des IPD est absente dans la polyarthrite rhumatoïde, alors qu'elle est caractéristique du rhumatisme psoriasique. C'est un élément très, très, très important. On ne vous indiquera jamais dans une PR atteinte de l'IPD du troisième doigt droit, alors que si on vous indique ça, ça sera un rhumatisme psoriasique. Il n'y a pas d'atteinte du rachis, pas d'atteinte des sacroiliaques. Donc, ça n'est pas une spondylarthropathie. Alors, vous allez me dire, bien sûr, qu'il y a une atteinte du rachis cervical possible au cours de la polyarthrite rhumatoïde. En fait, cette atteinte du rachis cervical est assez tardive au cours de l'évolution et jamais présente au début. Donc, vous pourrez éliminer une polyarthrite rhumatoïde au concours si on vous dit que la personne a des douleurs fessières de sacroïlite ou si on vous dit qu'elle a mal au bas du dos la nuit. Autre signe clinique à rechercher, c'est les signes de panus synovial qui se traduisent souvent par des ténosynovites, c'est-à-dire des crépitations des tendons quand vous fléchissez et étendez les doigts. Le panus synovial, c'est quoi? C'est une synovite qui est extrêmement épaisse. Alors, dans tous les rhumatismes inflammatoires, vous pouvez avoir une synovite, mais la particularité de la synovite rhumatoïde, c'est qu'il y a une hypertrophie importante de cette membrane synoviale, comme un pain, et c'est ce qu'on appelle le panus synovial. C'est très rare dans le rhumatisme pso et pratiquement inexistant dans les connectivites dans la plupart des cas. Un autre élément à rechercher très important pour le diagnostic positif, c'est la présence de nodules rhumatoïdes. Alors le problème de nodule rhumatoïde, qui est assez spécifique bien sûr, c'est qu'en fait il est très rare au début, c'est 5% des cas. Et donc il a disparu des nouveaux critères de l'ACR de janvier 2010 parce qu'il était beaucoup trop rare pour permettre un diagnostic précoce. Il faut rechercher un syndrome sec, dit syndrome de Gougerot-Sjögren. Alors j'insiste aussi dessus parce que quand vous avez un syndrome de Gougerot-Sjögren, il y a de grandes chances que vous soyez dans une ambiance soit de polyarthrite rhumatoïde, soit de connectivite. Et cela vous permet d'éliminer facilement les tableaux de spondylarthropathie, notamment le rhumatisme psoriasique ou le rhumatisme des entérocolopathies chroniques, où il n'y a pas d'association au syndrome de Gougerot-Sjögren, qui est une maladie auto-immune qui se rapproche plutôt de la polyarthrite et des connectivites. Il en est de même du syndrome de Raynaud. Si vous pouvez avoir un syndrome de Raynaud dans les connectivites et dans la polyarthrite, il est exceptionnel que vous ayez un syndrome de Raynaud associé à une spondylarthropathie ou à un rhumatisme psoriasique. Donc c'est un gros argument pour penser à une PR devant une polyarthrite s'il y a un syndrome de Raynaud. Bon, je passerai vite sur les maladies auto-immunes associées à la polyarthrite rhumatoïde et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'atteinte extra-articulaire qu'il faut rechercher habituellement dans une polyarthrite rhumatoïde. Quels examens biologiques de première intention demandez-vous à visée diagnostique? Qu'en attendez-vous? Alors, un élément clé du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde qui a révolutionné le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde, ce sont les anticorps anti-CCP, anticorps anti-protéines cycliques citrulinées, qu'on peut appeler aussi les ACPA, antiprotéines cycliques citrulinées. Donc c'est une recherche qui se fait en ELISA. Ce sont des anticorps qui ont la particularité d'être très sensibles et spécifiques de l'APR, d'où le changement de prise en charge de la maladie depuis qu'on a ces anticorps à notre disposition. En effet, ils sont présents dans un cas sur deux au début d'une polyarthrite rhumatoïde, et donc vous allez pouvoir très vite affirmer le diagnostic, ce qui n'était pas le cas avec le facteur rhumatoïde. Ils sont spécifiques, c'est-à-dire que s'ils sont présents, vous pouvez affirmer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Enfin, ils sont probablement pathogènes, ce qui n'est pas le cas du facteur rhumatoïde. Et on sait par exemple que chez les donneurs de sang, on les trouve dans le sérum parfois des mois ou des années avant le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Donc ces anticorps anti-CCP, il faut bien sûr les connaître
ils sont beaucoup plus importants aujourd'hui pour le diagnostic que le facteur rhumatoïde. On peut rechercher de différentes façons, en ELISA, en éphélométrie, par agglutination des particules de latex ou des hématies dans la réaction de Valère-Rose. Le facteur rhumatoïde, je vous rappelle qu'il est peu sensible au début et peu spécifique. Peu sensible puisqu'ils sont pratiquement négatifs dans 80% des cas. Ils se positivent, mais cela demande des mois, 6 mois, 8 mois. Donc ils sont peu sensibles au début, souvent absents, et ils sont peu spécifiques, puisque comme vous le savez, en fait, on retrouve des facteurs rhumatoïdes chez des patients qui ont une connectivite, un lupus, un Gouge-Rossioglène, très souvent à des taux très élevés. Et on peut les même les voir dans une endocardite. On peut même les voir dans la population normale âgée, pratiquement 5 à 10% des cas. Donc ils ne sont pas du tout spécifiques. Vous auriez pu faire également, comme autre test biologique, une analyse du liquide articulaire de genou. Mais là encore, vous allez trouver un liquide inflammatoire, liquide qui est fluide, qui est citrin, riche en éléments, plus de 2000, en polynucléaires et en lymphocytes, stérile. Il n'y a pas de microcristaux, ce qui permet d'éliminer une arthrite microcristalline. Mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a rien de spécifique pour une arthrite rhumatoïde. Donc, l'intérêt diagnostique est bien moindre que celui des anticorps anti-CCP. On peut faire aussi pour le diagnostic différentiel des anticorps antinucléaires. Vous savez que les anticorps antinucléaires sont caractéristiques des connectivites. Et quand vous avez des anticorps antinucléaires à un taux très élevé, vous devez penser à un lupus, à un Gouge-Rossioglène ou autre chose, un Sharp. Mais il faut bien savoir que dans la polyarthrite rhumatoïde, leur positivité, qui se rencontre dans 30% des cas, ne permet bien sûr pas d'éliminer ce diagnostic. Donc c'est quand même utile pour le diagnostic différentiel. Le bilan biologique inflammatoire n'est pas spécifique non plus, mais vous allez avoir très souvent dans cette affection une augmentation de la vitesse d'alimentation, une augmentation de la C-réactive protéine, en sachant que les autres éléments du bilan biologique standard, c'est surtout pour éliminer dans le diagnostic différentiel les hépatites aiguës, et puis surtout à visée préthérapeutique. Quels autres examens demandez-vous en première intention? Qu'en attendez-vous? À côté du bilan biologique, bien sûr, il faut faire une place au bilan radiographique. En rhumatologie, il faut demander un bilan radiographique bilatéral et comparatif. Et dans la polyarthrite rhumatoïde, il faut demander certaines radios bien codifiées, les mains et les poignets de face, car l'atteinte prédomine au niveau de ces extrémités, les pieds de face, de profil et de trois quarts, l'avant-pied notamment, à la recherche de l'érosion de la cinquième tête métatarsienne, les articulations qui sont douloureuses, toujours bilatérales et comparatives, ici c'était les genoux, de face et de profil, et puis pour le diagnostic différentiel, on demandera facilement une radiographie du poumon, une radiographie du bassin, notamment la radiographie du bassin de face, pour éliminer une sacroélite et une spondylarthropathie. Alors qu'est-ce qu'on attend comme résultat? À un stade de début, les signes sont souvent modérés. On va rechercher la tuméfaction des parties molles. On va rechercher la déminéralisation épiphysaire en bande, c'est-à-dire l'hypertransparence osseuse juxta-articulaire au niveau des MCP et des IPP. Et puis, on va rechercher l'existence d'érosions très précoces, juxta-épiphysaire, notamment la fameuse érosion de la cinquième tête métatarsienne, qui est très précoce et très classique dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors que le pincement de l'interligne articulaire, lui, est souvent beaucoup plus tardif, au bout de quelques semaines, et vous ne le rencontrerez pas sur les radios faites au début. Question numéro 5. Quelle est la cause des engourdissements nocturnes de l'index et du médius? Quels autres signes cliniques recherchez-vous en faveur de ce diagnostic? Alors, il s'agissait bien sûr d'un syndrome du canal carpien, qui est une question importante du concours, dans la mesure où elle peut être associée à d'autres questions de rhumatologie que la polyarthrite rhumatoïde, comme le rhumatisme psoriasique par exemple, qu'elle peut être associée à des endocrinopathies comme l'hypothyroïdie, l'acromégalie, le phéochromocytome, comme le diabète, et qu'elle peut être associée par exemple à une amylose. Donc ce syndrome du canal carpien, il est lié, comme je l'ai expliqué, au panus synovial,
C'est-à-dire que la membrane synoviale très épaisse comble le canal carpien et comprime le nerf médian. Donc c'est la ténosynovite des tendons fléchisseurs qui explique ce syndrome du canal carpien très particulier, très évocateur de polyarthrite rhumatoïde. Alors comment le confirmer? On va rechercher des douleurs et des paresthésies dans le territoire du nerf médian. Dans tout dossier canal carpien, vous aurez des mots-clés. Vous aurez comme mot-clé le mot nerf médian avec des points attribués à l'atteinte du nerf médian. Alors vous avez les manœuvres classiques de provocation, la manœuvre le signe de Tinel, vous percutez le nerf médian à la face antérieure du poignet, ça déclenche des décharges dans le territoire du nerf médian. Le test de Phalène, c'est l'hyperflexion des doigts qui comprime le nerf médian, ou le test de Gilliatt, c'est le brassard qui est gonflé au-dessus de la pression systolique qui provoque une anoxie du nerf médian. Vous devez rechercher aussi un déficit moteur dans le territoire du nerf médian, et j'ai insisté ici sur l'opposant du pouce, le muscle opposant du pouce. Un déficit de l'opposant du pouce entraîne une perturbation de la fonction et doit être recherché car c'est un signe de gravité. Les autres muscles touchés étant le court abducteur du pouce et le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce. Vous allez rechercher les troubles sensitifs objectifs dans le territoire du nerf médian par le test au monofilament ou un signe de gravité comme une atrophie ténarienne qui traduira un canal carpien évolué. Enfin, vous allez confirmer que la souffrance du nerf médian se passe bien au niveau du poignet et non pas au-dessus, parce que les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Le diagnostic de polyarthrite est confirmé. Quels sont les facteurs pronostiques de la maladie? Alors, ces facteurs de pronostic, il faut les connaître. Alors, sans connaître toute la liste in extenso, il y a des facteurs qui sont vraiment indicatifs d'une forme grave, avec un pronostic structural péjoratif. Ce sont les polyarthrites où vous avez un syndrome inflammatoire extrêmement intense, durable, avec une VS très élevée. Ce sont les polyarthrites où vous avez très précocement sur les premières radios des érosions juxta-épiphysaires multiples. Celles qui ont un facteur rhumatoïde positif d'emblée de type IgM. Celles qui ont un taux très élevé d'anticorps anti-CCP. Mais aussi les polyarthrites qui ont un nombre important de tuméfaction synoviale, de synovite. Toutes ces formes ont un mauvais pronostic structural, comme il en est des atteintes des grosses articulations comme la hanche présente d'emblée, ou quand on a trop tardé à mettre en route un traitement de fond, laissant s'installer des lésions articulaires majeures. Pour le pronostic fonctionnel, on accorde de l'importance au DAS28, à l'index de qualité de vie, l'HAQ initial, à la présence d'érosion précoce. Enfin, l'existence de manifestations extra-articulaires très rares dans la polyarthrite, sauf la polyarthrite rhumatoïde maligne, met en jeu le pronostic vital. Donc voilà en gros les éléments qui, devant un tableau de polyarthrite rhumatoïde, doivent faire craindre une évolution péjorative et donc nécessitent la mise en route d'un traitement rapide et agressif. Quel sera le traitement pour les 3 mois à venir? Quels examens demandez-vous avant la mise en route de ce traitement? Eh bien, le traitement d'une polyarthrite rhumatoïde peut se faire en ambulatoire ou lors d'une courte hospitalisation. Il repose sur le repos initial et donc l'arrêt de travail chez cette patiente active. Le traitement de fond de première intention, consensuellement aujourd'hui, c'est le méthotrexate. Alors le méthotrexate, je vous rappelle que c'est un traitement qui s'administre une fois par semaine. En général, en comprimé, s'il n'est pas bien supporté sur le plan digestif ou pas bien absorbé, on le donnera par voie injectable en intramusculaire, mais retenez déjà la voie orale, à les doses initiales de l'ordre de 7,5 mg à 10 mg par semaine, et on augmentera en fonction de l'évolution, en augmentant d'un comprimé par semaine, sans dépasser 30 mg par semaine. Il y a 2 mots-clés à associer au traitement par le méthotrexate, qui sont l'acide folique et la contraception orale, dès lors que c'est une femme jeune en âge de procréer. Ça vaut un 0 si on oublie la contraception orale dans le traitement par méthotrexate. L'acide folique est là pour diminuer les risques de cytopénie médicamenteuse induite, et on le donne à raison de 3 comprimés par semaine. Quand on envisage de donner un traitement par le méthotrexate, il faut un bilan préthérapeutique. Et dans ce bilan préthérapeutique, bien sûr, la numération plaquette en raison des cytopénies médicamenteuses, la fonction rénale
en raison du risque d'accumulation en cas d'insuffisance rénale et, très important, un bilan hépatique complet en raison de l'hépatotoxicité du méthotrexate. Il faudra faire des transaminases, une bilirubine, de l'albumine, des sérologies de l'hépatite B et C, sans oublier, chez une femme jeune, la pratique des bêta-HCG avant de mettre en route un traitement par le méthotrexate. Le traitement de fond par le méthotrexate doit être associé à un traitement symptomatique. Ce traitement symptomatique doit être antalgique et anti-inflammatoire, car je vous le rappelle, pendant les 6 à 8 semaines, le méthotrexate n'est pas efficace et la patiente va être très douloureuse et enraidie. Vous devez donc donner un traitement anti-inflammatoire et aujourd'hui on choisit de préférence la corticothérapie orale par de la prénisone à des doses faibles, 0,2 mg par kg par jour. Donc en gros, on va commencer par 10 à 12 mg par jour de prénisone, de préférence aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on pourra utiliser en association à la corticothérapie dans les formes très inflammatoires et rebelles, en attendant l'efficacité du traitement de fond. On pourra également donner des antalgiques adaptés à l'EVA, un palier 1 ou un palier 2. Enfin, si le genou reste très douloureux isolément, on pourra faire localement une infiltration cortisonique si nécessaire. Ne pas oublier dans les maladies chroniques le mot-clé que représente l'éducation thérapeutique, très à la mode dans beaucoup de domaines, avec l'information de la patiente sur la maladie, ses traitements et ses complications, la nécessité de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire dans ces maladies. La psychothérapie est importante dans cette maladie chronique qui va finir par retentir sur le moral en raison de l'invalidité qu'elle peut entraîner. Il faut impliquer l'entourage, parfois s'aider d'associations de malades. Et puis, chez cette patiente qui travaille, il va falloir s'adapter, aménager le travail, utiliser éventuellement des orthèses. Alors, j'ai parlé de kinésithérapie. C'est vrai que dans une forme initiale de polyarthrite rhumatoïde, les massages ou la rééducation n'ont pas beaucoup d'indications. Par contre, effectivement, après quelques semaines, une fois que la poussée inflammatoire aura régressé, on cédera de la rééducation pour lutter contre l'amyotrophie et pour gagner en mobilité articulaire. Enfin, cette maladie est prise en charge à 100%. Et donc, il faut que le médecin référence fasse très vite une demande de prise en charge à la sécurité sociale pour les soins et le suivi de la maladie. Question numéro 8. Quels sont les éléments de la surveillance de la maladie sans la surveillance du traitement? La surveillance de la maladie, elle doit être clinique, biologique et radiographique. Plan classique. Alors, surveillance clinique, l'EVA douleur. Madame, vous avez mal entre combien et combien? Entre 0 et 10. Vous avez mal à 0, 1, 2, 10. D'accord? Donc, EVA douleur. Mais aussi, EVA global par le patient de l'activité de sa maladie. Vous estimez que l'activité de votre maladie, elle est très faible, 0, ou qu'elle est très importante, 10. On va s'intéresser au nombre d'articulations douloureuses, les NAD, au nombre d'articulations synovitiques ou gonflées, les NAG. On va demander si la patiente est réveillée la nuit et quelle est la durée de la raideur matinale. Voilà pour la surveillance clinique. Il y a aussi une surveillance biologique. Le syndrome inflammatoire, notamment la VS et la C-réactive protéine. Aujourd'hui, on utilise beaucoup un index composite clinico-biologique qui est le DAS28. DAS28, ça veut dire Disease Activity Scale. Donc, c'est un index d'activité de la maladie qui utilise plusieurs paramètres. Le VA, celle-ci, le VA global par le patient de l'activité de la maladie, le nombre d'articulations douloureuses et gonflées, NAD et NAG, et comme cela porte sur 28 articulations, on parle du DAS28. Enfin, la VS ou la C-réactive protéine. On parlera de DAS28 VS ou de DAS28 CRP. On va surveiller enfin radiographiquement cette patiente en faisant tous les 6 mois au début des radiographies des articulations douloureuses, notamment des mains, des pieds, des genoux, pour regarder l'apparition d'érosion précoce qui obligerait à un traitement plus agressif. Et puis on va faire tous les 2 ans des radiographies du rachis cervical avec des clichés dynamiques. En effet, il faut dépister ce qu'on appelle la luxation atloïdo-axoïdienne, qui est une complication axiale
tardive de la polyarthrite rhumatoïde, qui peut se compliquer de compression médulaire cervicale et qui est, je dirais, souvent peu symptomatique et donc à dépister par des radiographies systématiques. On vous dit que l'évolution clinique de la maladie sous traitement n'est pas satisfaisante et que la patiente reste douloureuse. Le DAS28 est à 5,3. Qu'est-ce que le DAS28? Alors je reviens ici sur ce que je vous ai dit. Le DAS28, c'est un index d'activité de la maladie. C'est un index composite clinico-biologique qui associe une EVA globale sur l'activité par le patient. Le nombre d'articulations douloureuses sur 28 et le nombre d'articulations gonflées sur 28, et la VS ou la CRP. Ici, la maladie reste très active, puisque le DAS28 est à 5,3. On considère qu'au-delà de 5,1, c'est une maladie très active, et qu'en dessous de 2,6, c'est une maladie qui est bien contrôlée. Quel traitement proposeriez-vous? Donc la persistance d'une activité de la maladie, malgré l'administration de méthotrexate à dose maximale, 30 mg par jour par exemple, vous fait discuter la mise sous biothérapie anti-TNF-alpha en poursuivant au début le méthotrexate. Donc cette biothérapie anti-TNF-alpha, elle est actuellement très à la mode en rhumatologie parce qu'elle a révolutionné la prise en charge de nos patients. On ne voit plus les déformations, on voit moins en tout cas les déformations et les destructions qu'on voyait il y a quelques années grâce à ces traitements qui sont coûteux, qui sont des médicaments d'exception prescrits en milieu hospitalier par des spécialistes, dont il existe deux types, les anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha et les récepteurs solubles du TNF-alpha, les deux détournant le TNF-alpha de ces récepteurs. Ces biothérapies anti-TNF-alpha sont utilisées dans d'autres pathologies que la polyarthrite rhumatoïde, comme la spondylite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les MICI, voire même le psoriasis cutané. Donc c'est un sujet qu'il faut travailler. En conclusion, eh bien, la polyarthrite rhumatoïde est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires. Son diagnostic a été révolutionné par les anticorps anti-CCP qui permettent un diagnostic à un stade précoce avec un résultat spécifique de polyarthrite rhumatoïde. Donc on peut espérer maintenant traiter très vite, dans les 3 à 4 semaines, une polyarthrite rhumatoïde et prévenir ainsi, grâce à nos traitements de plus en plus perfectionnés, les déformations et les destructions articulaires. Je vous rappelle que le méthotrexate est le traitement de première intention, mais qu'en cas d'échec du méthotrexate, qu'on va apprécier par le suivi de nos patients, on va pouvoir mettre en route des traitements certes coûteux mais très puissants, qui sont les biothérapies anti-TNF-alpha, avec une bonne chance de mise en rémission de la maladie qui va s'apprécier sur le DAS28. Je vous remercie. Je vous rappelle les items abordés dans ce dossier, notamment la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi le syndrome du canal carpien. Et je vous ai rappelé que le syndrome du canal carpien était un mode original d'entrée dans les rhumatismes et dans les endocrinopathies. Voilà.